je prends juste une petite minute pour, dans le fond, vraiment venir soutenir justement ce que Ben a beaucoup souligné ce matin, à quel point il y a énormément de défis. Il y a des réalités sociales qui sont plus difficiles à mesurer que d'autres. Et la comparaison que j'aime bien faire, parce qu'elle est certainement très typique du Québec, c'est de se souvenir qu'on a des réalités sociales qui sont assez simples à mesurer. Alors, allons-y avec l'activité grippale au Québec, qui, de semaine en semaine, l'hiver, donc, on a des données qui nous permettent de savoir l'évolution de cette activité grippale d'une façon vraiment très précise. Comme vous voyez, dans différentes régions, semaine après semaine. Alors, d'un côté, on a ce type de réalité sociale pour lequel nos données sont fiables. On peut suivre les courants, on pourrait comparer certaines régions, on pourrait comparer les années. Puis bien sûr, l'idée de vous amener vers les activités grippales qui sont derrière nous là, pour cet été, avec le bel été qui commence. Bien sûr, l'agression sexuelle est bien loin d'une réalité qui se mesure aussi facilement, pour toutes les raisons qui ont été présentées ce matin. Et bien sûr, toute la question du dévoilement qui est complexe pour les victimes, les réticences qui sont grandes et toute la question de mesures que Ben a vraiment présentées ce matin. Alors, un petit comparatif pour se rappeler que nous, on est bien loin, on navigue dans un contexte qui est beaucoup plus flou et beaucoup plus difficile à apprécier en termes de magnitude. Et peut-être la réalité, pourquoi on a choisi d'encore mettre l'accent sur cette notion de l'iceberg? Eh bien, l'iceberg est vraiment l'image qui revient toujours lorsqu'on texte, qui est beaucoup plus floue et beaucoup plus difficile à apprécier en termes de magnitude. Et peut-être la réalité, pourquoi on a choisi d'encore mettre l'accent sur cette notion de l'iceberg? Eh bien, l'iceberg est vraiment l'image qui revient toujours lorsqu'on parle de l'agression sexuelle. Nos données sont assez fiables à travers le temps pour montrer que c'est peut-être environ 10 des agressions sexuelles qui sont connues des autorités. Et la réalité, c'est que c'est la même chose pour les icebergs, c'est-à-dire qu'il y a environ 10 de sa surface qui est au-dessus de l'eau et 90 où on doit plonger bien loin, bien profond, pour pouvoir apprécier l'ensemble de l'iceberg. Alors, cette image, j'espère qu'elle peut rester avec vous parce qu'en fait, dans la réalité de l'iceberg, mais aussi dans la réalité de l'agression sexuelle, ça correspond aussi. Et donc, c'est un constat que je ne veux pas être trop négatif parce qu'effectivement, on a fait un grand travail dans les dernières décennies à faire reconnaître cette réalité sociale, mais on doit quand même prendre le temps de se dire que malgré les grandes initiatives qu'on a mises en place, malgré nos efforts d'intervention, de prévention, malgré le fait qu'on ait vraiment une grande reconnaissance de ce phénomène dans notre société, malgré les pas de géant qui ont été accomplis, on doit prendre un petit moment pour se rappeler que la majorité des victimes ne trouveront pas la façon d'amener cette expérience à la connaissance des autorités. Il existe encore énormément de raisons qui amènent les enfants à ne pas parler. Et donc, on doit prendre le temps de se dire que la bataille n'est pas finie. On fait partie d'un large mouvement et ce mouvement est encore nécessaire. Je me préoccupe effectivement, comme Ben l'a souligné, de cette association trop rapide qu'on peut faire avec l'idée qu'il y a un déclin de l'agression sexuelle dans nos sociétés. Bien sûr, on peut tous le souhaiter, mais je crains que ce message donne une impression que ce combat est terminé. Qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour protéger les enfants. Puis je pense que collectivement, il faut se rappeler qu'on n'est malheureusement pas encore rendu là et qu'on doit poursuivre notre engagement dans cette réalité. Alors, c'est la raison de ce symposium qui, comme je l'ai mentionné, va vous permettre de voir 3 présentations. Je vous ai parlé brièvement des présentations numéro 2 et 3, mais pour commencer, on va simplement nous aussi mettre la table en vous parlant de nos études sur le dévoilement, sur l'agression sexuelle. On a une étude en cours présentement où on recrute des jeunes du Québec, de l'Ontario et de l'Irlande. L'Irlande a connu un grand phénomène social où il y a eu beaucoup d'attention portée sur les agressions sexuelles commises par le clergé, mais ça a amené vraiment une grande vague d'intérêt pour cette question de l'abus sexuel. Alors, on a collaboré avec des chercheurs aussi de ce pays. Alors, donc, on commence avec une première présentation. Je vais passer aussi rapidement la parole à Mireille de la Sablonnière-Griffin, qui est candidate au doctorat à l'Université McGill, puis qui va partager la parole avec moi. Alors, simplement, se rappeler des choses, on a touché rapidement cette question du dévoilement, mais
Prenons le temps de se dire, mais qu'est-ce qu'on sait, dans le fond, depuis 20 ans sur la question du dévoilement? Bien, on sait que ce n'est pas un événement unique. On sait qu'on ne peut pas parler de dévoilement comme une personne a dévoilé ou n'a pas dévoilé, c'est un jour, un moment précis. La réalité, c'est que c'est un processus itératif, c'est un processus dynamique où les gens vont souvent dévoiler une partie de leur histoire, vont tenter de voir la réponse sociale qui va survenir, peut-être en dire un peu plus dans une prochaine relation, et donc vont tenter par plusieurs moyens de parler des événements. Alors, de plus en plus, on en parle davantage comme un processus de dévoilement plutôt que d'un événement unique. On sait aussi que le dévoilement va prendre plusieurs formes. Il y a des enfants, des adolescents qui vont eux-mêmes dévoiler une agression sexuelle, mais comme ça a été dit ce matin, c'est un lourd fardeau à porter. Alors, la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui vont dévoiler seulement lorsqu'ils sont questionnés. Et l'importance de poser ces questions. Dans l'étude québécoise sur la prévalence qui a été mentionnée ce matin, celle qui a été menée par Martine Hébert et les collègues, c'est énormément d'adultes qui n'avaient jamais parlé de ces abus avant même de répondre à ce sondage. Donc, c'est le sondage lui-même. C'est intéressant de voir la recherche peut être aussi un véhicule de dévoilement pour certaines personnes. Et il y a aussi toute cette question des dévoilements qui sont faits à travers des comportements. Les enfants vont trouver des stratégies pour parler de leur désespoir, mais à travers différentes manifestations comportementales. Une qui m'a vraiment frappée dans une des études qu'on a menées avec des survivants, c'est un survivant qui nous disait « J'ai peint un cœur brisé sur la porte du voisin qui m'a abusé sexuellement et j'étais convaincue que les gens allaient comprendre ce que je voulais dire. » Et donc, c'est important de se rappeler que les chemins du dévoilement ne seront pas toujours aussi clairs. Bien sûr, personne n'a compris, vous pouvez vous imaginer, que le cœur brisé sur la porte était signe d'un dévoilement d'abus sexuels. Mais cette personne vraiment essayait de trouver une voie à son message. C'est influencé par différents facteurs. On peut penser, bien sûr, aux caractéristiques de la victime. Les études ne s'entendent pas toutes, mais on sait, grosso modo, que les enfants plus jeunes, avant l'âge scolaire, vont avoir plus tendance à dévoiler, avec des mots parfois imparfaits, bien sûr, avec un témoignage qui n'est pas toujours facile à accueillir, mais ils vont avoir davantage de spontanéité dans leur dévoilement. Un autre groupe qui est plus susceptible de dévoiler, ce sont les adolescents, non pas parce qu'ils vont dévoiler aux autorités, mais ils vont en parler à une personne proche d'eux. Alors, c'est les deux groupes qui vont être le plus susceptibles. Mais les enfants d'âge scolaire, eux, vont avoir tendance à moins le dire, peut-être parce qu'ils sont un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la spontanéité de l'enfant préscolaire, mais ils n'ont pas encore tout le réseau social de l'adolescent pour avoir un confident à qui en parler. Les caractéristiques de l'abus ne vont pas vous étonner. Plus on est proche de l'abuseur, bien sûr, plus on a beaucoup à perdre de dévoiler. Et donc, cette relation-là, elle revient toujours. La relation qui est plus difficile à évaluer, c'est la sévérité. La littérature ne s'entend pas très bien. Est-ce qu'on dévoile plus un événement unique, disons très sévère, ou au contraire, est-ce qu'on va dévoiler davantage quelque chose qui va durer dans le temps? Ça, vraiment, c'est une question qui semble un peu non résolue. Peut-être qu'en fait, chacun de ces types d'abus comporte certains défis aussi dans le dévoilement. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ça peut mener à des conséquences variées. Il y a des survivants, des victimes qui nous rapportent à quel point ça a permis d'arrêter l'abus, ça a permis de recevoir des services importants, ça a permis qu'ils se sentent validés, crus, entendus. Et comment pour d'autres victimes, malheureusement, ça a été pour eux une spirale qui les a amenés dans des conséquences qui, en rétrospective, ils perçoivent comme négatives. Et une réponse sociale qui a été difficile, de ne pas être cru, de ne pas être entendu. Et donc, ce qui nous a beaucoup intéressés, nous, c'est d'essayer de comprendre davantage les barrières au dévoilement. Puis, dans le fond, je vous présente vraiment rapidement, puis c'est tout petit, mais vous allez l'avoir, ce qu'on avait réussi à démontrer comme modèle chez les adultes survivants d'agressions sexuelles durant leur enfance. Puis ce que vous voyez ici, c'est, dans le fond, notre meilleure façon de présenter les différentes barrières qui amènent une personne à ne pas parler ou à parler seulement de façon partielle ou en parler seulement à un ami, pas aux autorités.
Et donc, vous voyez que c'est à différents niveaux, autant au niveau de l'individu, son sentiment de honte, par exemple, son sentiment de responsabilité, pas savoir mettre les mots sur l'expérience qui a été vécue. C'est aussi des barrières au niveau relationnel, le lien de pouvoir avec l'agresseur, le sentiment de ne pas avoir une personne en qui on peut vraiment se confier, avoir des personnes qui, au contraire, vont porter le blâme sur nous, et finalement des facteurs socioculturels. Et on peut penser au stigma social, on peut penser au tabou de la sexualité et de l'abus sexuel de façon générale. Si c'est un domaine qui vous intéresse, j'avais envie de simplement vous, dans le fond, dans mes acétates, vous les trouverez, mais ça a vraiment porté beaucoup d'attention dans les dernières années, à un tel point qu'il y a 2 recensions systématiques que je vous suggère d'aller regarder. Une qui s'est intéressée et dont je suis très contente d'avoir été associée, donc aux adultes à qui on demande quelles ont été vos barrières lorsque vous étiez enfant, adolescent. Et donc, un premier, mais de façon très intéressante, la même année, un autre article, une autre recension systématique a été aussi publiée, mais cette fois-ci pour comprendre davantage les enfants qui sont donc en entrevue d'investigation pour la plupart et comment ils nous parlent de leur processus de dévoilement. Alors, 2 études qui viennent vraiment se compléter. Ce qu'on va vous présenter rapidement aujourd'hui, dans le fond, c'est un effort pour nous de réconcilier ces deux éléments de connaissance, c'est-à-dire que le grand oublié ici, parce que peut-être ça vous est venu en tête juste au moment où je parlais, ce sont les adolescents. Les adolescents qui viennent de la population, disons, plus générale, qui reçoivent des services d'aide, mais dans la communauté, ne sont pas représentés dans aucune des 2 études, ou très peu, dans les 2 revues systématiques. On sait peu quelles sont les barrières au dévoilement telles que mentionnées par des adolescents. Et donc, c'est ce qui nous a intéressés en recrutant dans plusieurs organismes qui offrent des services aux victimes d'agressions sexuelles à partir de l'âge de 14 ans et avoir des victimes qui, aujourd'hui, sont âgées entre 14 et 25 ans. Donc, quelles sont les barrières encore actuelles? On a travaillé fort, on a fait des pas de géants, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter pour expliquer leurs différents processus de dévoilement? On a recruté donc au Québec, à Toronto, en Irlande, beaucoup d'enjeux pour recruter parce que dans les organismes d'aide, la majorité de leurs clients sont beaucoup plus âgés que 14 à 25 ans. La majorité de leur clientèle sont des gens qui, dans le fond, ont fait un petit bout de chemin. Hein, comme survivants d'agressions sexuelles, puis un jour, à l'âge de 40, 50 ans, réalisent que ce chapitre-là, ils devraient le réouvrir parce qu'il y a encore des blessures qui sont non résolues. Alors, la tranche d'âge 14 à 25 ans est assez difficile, puis vous pouvez vous imaginer aussi, un petit peu, on l'a entendu dans l'étude de l'Iran, hein, que c'est un sujet trop sensible, mais c'est un sujet sensible ici aussi. Et faire accepter à des comités d'éthique qu'on va parler à des adolescents qui vont consentir eux-mêmes à la recherche pour nous parler de leur processus de dévoilement, c'était un grand enjeu. Alors, on a 29 personnes à qui on a parlé, mais c'est 29 vraiment entrevues d'une grande richesse qui peut avoir des pages et des pages. Et je laisse Mireille donc vous présenter quelques éléments qui nous sont venus en tête en regardant leur discours. Donc, bonjour. Je vais vous parler sommairement là, de l'échantillon dans cette étude-là. Donc, sur les 29 participants, on leur a demandé leur identité de genre. On a une personne qui s'est identifiée comme non-binaire, on a 3 jeunes hommes et on a une très forte majorité de filles et de jeunes femmes, donc 86 En termes des âges, donc on dit entre 14 et 25 ans, on a un peu moins d'un tiers, 28 qui sont âgés de 15 à 17 ans. On a la plus grande proportion, le 41 de 18 ou 19 ans. Et ensuite, là, dans la vingtaine, on a encore environ un tiers, là, 31 Évidemment, il y a des expériences d'agression sexuelle qui sont variées. Malheureusement, pour certains des jeunes qui ont participé, il y en a eu plus d'une. Je vais vous présenter, dans le fond, des données sur s'il y en a eu plus d'une, celle qui a été la plus marquante, là, ou du moins celle dont le jeune a plus parlé au cours de l'entrevue. Donc, il y a eu 9 participants, donc 31 des participants dont l'auteur des agressions sexuelles était le père ou une figure paternelle. Donc, un beau-père, un conjoint de la mère, des fois un tuteur. On a aussi des membres masculins de la famille élargie, donc grand-père, oncle, cousin, donc 24
pour les membres masculins de la famille. On a aussi des amis de la famille, donc parfois des adultes, parfois les adolescents, dans le fond, qui sont les enfants de couples d'amis des parents de la personne qui a participé. Donc, on parle de 21 là, 6 participants dans cette catégorie. On a aussi un ami du jeune ou un partenaire amoureux, donc 4 situations là, dans nos participants. Et il y a 3 autres cas, donc surtout là, des rencontres en ligne, là, des gens parfois inconnus, des participants. Et donc, on vous présente aujourd'hui vraiment des grands constats. On est dans les analyses préliminaires, on regarde les entrevues et vraiment des choses qui nous ont marqués au travers des entrevues de ces jeunes-là. Au travers là, des sites, vous comprendrez qu'il y a des contextes sociaux, légaux différents entre le Québec, l'Ontario et l'Irlande, mais on est vraiment dans les grands constats généraux. Donc, tout d'abord, les jeunes nous parlent du rôle de leurs amis dans le dévoilement. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas pour tous, mais ils agissent souvent à titre de premier confident. Pas nécessairement pour qu'il se passe quelque chose de particulier, mais vraiment pour pouvoir en parler à quelqu'un, d'avoir besoin de le dire. Et dans le choix de ce premier confident-là, il y a des jeunes qui nous ont particulièrement mentionné que le choix était simple, c'était quelqu'un de leur entourage qui avait déjà dévoilé, qui avait été victime d'agressions sexuelles eux-mêmes. En termes de réaction, de soutien ou de référence, donc il y a des amis qui ont référé le jeune directement à un service d'aide qu'eux peuvent avoir utilisé. Il y a eu des situations aussi où il y a eu des ultimatums donnés par l'ami. Tu dois le dire à ta mère, tu dois le dire à un adulte, il faut qu'il se passe quelque chose. Parfois, donc, en réponse à ce dévoilement, l'ami confident a aussi partagé son expérience d'agression sexuelle. Un autre grand constat, c'est le rôle des technologies, Internet, les médias sociaux, les cellulaires, qui n'étaient pas abordés dans l'étude précédente avec les adultes. Donc, il y a eu des cas où les médias sociaux ont été en cause dans les expériences d'agression sexuelle. Donc, on rencontre quelqu'un qu'on a connu par un site de rencontre en ligne, du visionnement de la pornographie, du partage d'images, là, de photos de jeunes qui ont pris des photos nues. Il y a tout l'aspect de la communication directe avec le jeune. Les jeunes ont leur cellulaire, donc l'auteur d'agression peut communiquer directement avec eux, particulièrement pour faire des menaces, donc par texto ou par messagerie sur Facebook, par exemple. Et suite à ça, dans certains cas, téléphones, tablettes, ordinateurs qui ont été saisis suite à une déposition à la police. Et il y a aussi eu des cas d'intimidation par des amis ou des connaissances sur les réseaux sociaux par rapport à l'agression sexuelle, disant non, c'est pas vrai, c'est pas une agression. Donc vraiment des dynamiques d'intimidation par les réseaux sociaux. Cependant, il y a aussi des aspects plus positifs. Donc, il y a des jeunes qui nous ont parlé, qui sont allés chercher sur Internet qu'est-ce qui se passe si je dévoile, donc pour se familiariser avec la situation. Ça leur a permis aussi parfois de mieux comprendre leur expérience, surtout au niveau du blâme et du sentiment de culpabilité, d'être capable d'avoir accès à des témoignages d'autres personnes, donc de mieux comprendre leur situation, et aussi parfois pour faciliter la compréhension de leur entourage, de leur situation. Et finalement, on a des jeunes qui nous ont parlé qui ont fait des dévoilements par messagerie texte à leurs amis et que ça, c'était excessivement aidant pour eux de ne pas avoir la réaction de la personne directement. Donc, d'avoir un certain détachement, mais de pouvoir le partager. Delphine nous a parlé de cette notion du tabou de la sexualité qui était beaucoup abordée par les survivants adultes et la honte d'avoir été agressés. On semble peut-être voir un peu un changement au niveau des discours de la société. Les participants nous parlent de culpabilité, de blâme, mais pas tant de honte, du moins pas directement. Donc, évidemment, on va poursuivre là, les analyses là-dessus. Et ils ne nous parlent pas de la sexualité en général, là, comme étant tabou. Il peut y avoir là, des réticences à en parler avec des adultes, surtout leurs parents, mais il n'y a pas ce discours-là du tabou au niveau de la société, de la sexualité en général. Et puis, finalement, au niveau de la réponse sociale ou socio-légale et des services, je dois rappeler donc qu'on a recruté
c'est des jeunes qui eux-mêmes reçoivent des services et la grande majorité sont en contexte urbain. Donc, ceci dit, les jeunes nous ont parlé que les services existent, mais il y a certains problèmes qui persistent. On nous parle des fois d'occasions manquées par divers spécialistes, donc médecins, psychologues, travailleuses sociales ou toutes sortes d'autres professionnels qui étaient là, présents dans la vie des jeunes pour des comportements d'automutilation, des tentatives suicidaires, des problèmes de comportement, des douleurs génitales. Et donc, les jeunes ont perçu qu'il y a eu une occasion manquée là, d'investiguer un peu plus ce qui avait pu causer ces comportements-là. Il y a eu des cas de confidentialité non respectés, donc des adultes qui ont été informés de la situation du jeune sans le consentement de la personne. Au niveau des entrevues d'investigation, il y a des gens qui nous ont parlé du lieu où a eu l'entrevue qui était problématique, du positionnement là, de la personne qui fait l'entrevue, du jeune, du mobilier présent dans la salle d'entrevue, le langage non verbal de la personne qui fait l'entrevue. Donc, certains petits points là, au cours de l'entrevue d'investigation. Sans surprise, la longueur du processus judiciaire et le sentiment un peu d'abandon quand il n'y a finalement pas d'accusations qui sont portées. Et certains nous ont aussi parlé du sentiment d'être lancé un peu d'un service à l'autre, de ne pas vraiment savoir à qui référer, surtout quand il y avait des problématiques complexes. Malgré tout, pour ceux qui ont fait l'entrevue d'investigation, la coordination entre la protection de la jeunesse et la police ne semblait pas être un problème. Évidemment, on peut rentrer dans les détails de l'entrevue d'investigation, mais la collaboration entre les deux services semblait efficace. Et surtout, la présence de services professionnels dans les écoles. Souvent, les jeunes recevaient déjà des services. Il y a des éducateurs, psychoéducatrices, travailleurs sociaux, travailleurs sociales dans les écoles. Et ça semblait vraiment être un pilier important pour un bon nombre de jeunes, soit parfois pour amorcer le dévoilement ou parfois là, pour obtenir des services suite à leur dévoilement. Et évidemment, il y a aussi tous les services, dans le fond, là, auxquels les jeunes, toutes les organisations où les jeunes reçoivent des services. Donc, c'est là qu'on les a recrutés, mais il n'y avait que des bons mots, là, en fait, pour ces organisations. Donc, on vous laisse sur un mot de la fin. C'est une image qui avait été publiée, si je ne me trompe pas, dans Le Soleil, mais qui, je trouve, reflète bien, en fait, où on en est rendu dans notre société. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore du chemin à parcourir. Et cette image qui montre une victime qui est entourée, certes, mais qui se fait demander, mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt que tu avais été violée? Et donc, de par la sensibilité à la réalité de l'agression sexuelle comme une problématique présente dans notre société, c'est un premier pas. Mais ensuite, de pouvoir mieux épauler les gens à vraiment offrir une réponse sociale qui est soutenante aux victimes qui vont dévoiler, sans jugement aussi, peut-être sans biais à l'effet qu'il y a beaucoup de barrières au dévoilement. Puis les participantes nous parlent encore de certains défis qu'elles ont rencontrés. Et ce sont des jeunes aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une histoire ancienne. On ne parle pas des abus qui ont été vécus dans les années 70, 80, à un moment de notre époque où vraiment on peut croire que le tabou était grand. On est dans une réalité encore contemporaine. Et donc, je voulais vous laisser avec cette image pour se rappeler que dans le mouvement qu'on veut créer tous ensemble, c'est justement d'avoir, oui, une réponse, mais une réponse avec la bonne sensibilité aussi pour les victimes qui trouvent la façon de pouvoir en parler. Alors, merci beaucoup. Et je passe donc la parole à ma collègue Sylvie Parent, ainsi qu'à Marie-Pierre, n'est-ce pas? Vous êtes là? À Marie-Pierre Vaillancourt-Morel. Je ne vous voyais pas avec la grosse télé là, qui est là. Qui vont nous parler donc d'un sujet, comme je vous ai dit, qui attire beaucoup d'attention ce matin dans les médias sur la violence sexuelle vécue par les jeunes athlètes du Québec en contexte sportif. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui et merci à Delphine pour l'organisation du symposium ainsi qu'au Cripcast pour l'invitation au colloque. C'est très gentil de votre part d'avoir pensé à inclure le sport dans les présentations. Donc, les résultats qu'on vous présente aujourd'hui sont issus de l'étude sur le vécu des athlètes du Québec. Donc, c'est ce qu'on on a appelé l'EVAC, pour faire un petit jeu, un acronyme.
Donc, c'est des résultats qui ont été obtenus à l'hiver 2017 et au printemps 2017 auprès de plus de 1000 jeunes athlètes actifs dans le sport organisé, âgés de 14 à 17 ans. Il s'agit en fait de la première étude sur le plan international qui a questionné directement des jeunes sur la violence vécue en contexte sportif, que ce soit la violence psychologique, sexuelle et même physique, donc qu'ils vivent. Alors, c'est une première aujourd'hui et c'est important pour moi, c'est les premiers résultats qu'on vous présente qui sont spécifiquement les résultats sur la violence sexuelle. Donc, on va commencer par ceci. Plus tard, au cours de l'automne, on aura d'autres résultats. Donc, juste pour mettre la table sur la définition qu'on a utilisée de la violence sexuelle, en fait, c'est un terme qui est large. Il inclut le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle et l'abus sexuel, dépendamment de qui a posé le geste et par qui c'est vécu. Donc, la violence sexuelle est définie par les Center for Control Disease américains comme étant un acte sexuel commis ou tenté par une autre personne sans le consentement libre de la victime ou contre quelqu'un qui est incapable de consentir ou de refuser. Alors, la violence sexuelle en contexte sportif, pour vous mettre un peu en contexte, c'est la forme de violence la plus étudiée jusqu'à maintenant et on a très peu de données. Donc, ironiquement, c'est la plus étudiée, mais en même temps, c'est rien comparativement à ce qu'on a en dehors du contexte sportif comme étude. Par contre, les données récentes font état d'un problème bien réel et bien présent dans le contexte sportif et les éléments que vous avez pu voir au niveau médiatique nous le confirment aussi souvent. Dans une étude qui a été faite en 2016 par une collègue belge auprès de plus de 4000 adultes belges et néerlandais sur la violence vécue en contexte sportif avant 18 ans, fait état d'une prévalence de violence sexuelle de 14 % auprès des athlètes, donc de tout type d'auteurs confondus, donc que ce soit de par l'entraîneur, de par un autre athlète ou des gens du staff médical, paramédical, etc. Lorsqu'on s'attarde spécifiquement à la violence perpétrée par un entraîneur, donc la violence sexuelle, les taux varient pour le harcèlement sexuel entre 3 et 22 %. Quand on regarde au niveau de l'abus sexuel, tel que défini par M. Matthews et par Delphine également, donc quand on regarde les abus sexuels, on a des taux qui varient entre 0,2 % et 9,7 % au niveau des athlètes. Et bien qu'on sache que les entraîneurs soient des personnes qui peuvent poser ces gestes-là, donc les personnes en position d'autorité, bien, on sait de façon plus récente que les agresseurs les plus fréquents sont les pairs athlètes. Donc, les athlètes qui évoluent avec ces athlètes-là, donc les coéquipiers, les adversaires. Donc, dans une étude qui a été menée en Écosse, 88 % de la violence sexuelle perpétrée envers les athlètes venait d'autres athlètes. Donc, c'est la très forte majorité dans ce cas-là. On avait aussi des stats qui donnaient 19,7 % de harcèlement sexuel vécu par un autre athlète. Donc, des agressions sexuelles par des athlètes envers d'autres athlètes à un taux de 1,9 % également. Lorsqu'on regarde les facteurs associés au risque, on se rend compte que les athlètes de minorité sexuelle, les athlètes de minorité ethnique, les athlètes ayant un handicap ainsi que les athlètes évoluant à un niveau plus élevé de compétition vivaient systématiquement plus de violences sexuelles que les autres types ou les autres athlètes, en fait. Sur le plan du genre, et ça, c'est un peu troublant, et même moi, j'ai de la misère à l'expliquer, au contraire des données disponibles à l'extérieur du sport, donc où on voit que les filles sont plus victimes de violences sexuelles, mais en contexte sportif, lorsqu'on regarde les données liées à l'abus sexuel de l'entraîneur, il n'y a pas de différence significative entre les gars et les filles. Pourquoi? Bonne question. Il y a plusieurs pistes qui sont pas à élaborer, mais à investiguer sur cette question-là. Les répercussions maintenant, on n'a vraiment pas beaucoup de données actuellement sur les répercussions de la violence vécue par les athlètes. Donc, une étude très, très, très récente, donc 2018 cette année, où on a regardé la violence sexuelle sévère vécue par les athlètes avant 18 ans, bien, on a vu que c'était associé à une détresse psychologique plus élevée chez l'adulte, ainsi qu'à un score de qualité de vie plus faible. Donc, assurément, il y a également des conséquences pour les athlètes, comme on sait qu'il y en a aussi pour les gens en dehors du sport. Enfin, pourquoi étudier le sport? Pourquoi c'est ce domaine-là spécifiquement? Donc, on sait depuis 1980
que cette problématique-là est présente. Donc, on a des études sociologiques, qualitatives, qui nous ont fait état de cette problématique-là depuis déjà longtemps. On a des éléments médiatiques qui nous le rappellent aussi chaque jour. Par contre, la perception que le sport est foncièrement bon et est inévitablement un outil de développement humain, bien, ce que ça fait, ça, c'est que l'acceptation d'une problématique comme ça dans le monde du sport, c'est d'autant plus difficile à accepter par la communauté sportive et même par le grand public. Malgré la reconnaissance, par contre, de plus en plus grande du phénomène en sport et aussi des avancées majeures au cours des dernières années quant à la protection des jeunes, il reste encore beaucoup de chemin à faire, que ce soit sur le plan de la recherche, mais aussi sur le plan de l'intervention. Et une de ces étapes cruciales-là, et je le répète toujours, les gens vont me trouver tannante, c'est de documenter le problème. Et là, comme je vous dis, c'est la première étude qu'on a au Québec. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire, ne serait-ce que sur le plan de la recherche. Donc, c'est ce qu'on s'est employé à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 2017? C'est qu'on a passé, en fait, un questionnaire en ligne aux jeunes athlètes de 14 à 17 ans. Donc, 1055 jeunes ont répondu à notre sondage. Ils pratiquaient alors du sport organisé, donc ils étaient actifs. C'est un échantillon de convenance, donc ils répondaient volontairement au sondage. On n'a pas été capable d'aller chercher un échantillon représentatif. On a 72 de notre échantillon qui sont des filles et 27 qui sont des garçons. La moyenne d'âge est de 15,29 années, donc en moyenne 15 ans. Ensuite, on leur a posé la question dans quel sport ils évoluaient. Ici, je rapporte que les sports les plus souvent pratiqués ou rapportés par les athlètes. Donc, à 21 le soccer. Ensuite, on a le volleyball, la natation, le hockey, le basket, l'athlétisme, le cheerleading et le football. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas d'autres gens qui ont pratiqué d'autres sports. On avait une liste de plus de 60 sports qui étaient disponibles pour eux de répondre dans lesquels ils évoluaient, mais ceux-ci sont les plus fréquents. Lorsqu'on regardait aussi le niveau de compétition, parce que pour nous, c'était quand même important de voir à qui on a affaire, dans la majorité des cas, c'est des jeunes qui évoluent au niveau provincial, qu'on parle au niveau des Jeux du Québec, au niveau des championnats provinciaux scolaires. Le deuxième en importance, niveau local et régional. Ensuite, on a quand même 20 de nos jeunes qui évoluent au niveau canadien et 5 au niveau international. Ensuite, on a regardé le nombre d'heures de pratique qu'ils faisaient par semaine. Et ce qu'on doit dire, c'est qu'ils travaillent, pas ils travaillent, en tout cas, ça, c'est un lapsus. Ils font plusieurs heures par semaine dans leur sport structuré en général. Donc, la plupart entre 11 et 15 heures d'investissement par semaine. Ensuite, 6 à 10 heures. Et on a même des jeunes entre 16 et 20 heures et plus de 20 heures par semaine dans une quand même bonne proportion. Donc, ils sont très, très, très impliqués, que ce soit au point de vue des entraînements ou des compétitions. Au niveau des mesures qu'on a utilisées, eh bien, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'on n'a pas de questionnaire à travers le monde validé sur qu'est-ce qui se passe en sport. Donc, qu'est-ce qu'on a fait les dernières années? C'est qu'on s'est employé à développer et valider un questionnaire portant spécifiquement sur le contexte sportif. Et là, on a préalablement, il y a quelques temps seulement, validé la structure factorielle avec ma collègue Marie-Pierre. Donc, ça, c'est une bonne avancée. Et c'est à partir de ce questionnaire-là qu'on a issu les résultats d'aujourd'hui qu'on vous présente. Alors, ce questionnaire-là comprend 3 échelles, 3 sous-échelles, dont 2 plus particulièrement vont être présentées aujourd'hui, soit la violence perpétrée par un entraîneur et la violence perpétrée par les autres athlètes. Pour le questionnaire sur la violence sexuelle perpétrée par les athlètes, on avait 2 items sur le harcèlement sexuel et 1 item sur l'agression sexuelle. Pour celui de l'entraîneur, on a été un peu plus exhaustif. On a 2 items sur le harcèlement sexuel et 9 items sur l'abus sexuel. Et on a inclus le non-contact dans notre définition. Donc, les jeunes devaient répondre sur une échelle de Likert à 4 points. Donc, à savoir s'ils avaient vécu l'événement de jamais, rarement, quelquefois et ou souvent. Donc, ça nous permettait aussi d'évaluer la fréquence de ce qui avait été vécu. Là-dessus, je vais laisser la parole à Marie-Pierre. Elle va vous présenter les résultats. Les résultats. Donc, je viens vous en parler de ce que Sylvie a pu ressortir dans cet échantillon-là.
En fait, comme vous le voyez actuellement à l'écran, au sein de cet échantillon-là, il y a plus du quart de l'échantillon, soit 28,2 % des athlètes qui ont rapporté avoir vécu de la violence sexuelle en contexte sportif. Et comme vous pouvez le voir, comme Sylvie l'a présenté, ces taux n'étaient pas significativement en fait différents entre les filles et les garçons, soit autant de 25 % chez les garçons et 29 % chez les filles. Bien sûr, on va prendre le temps de vous décortiquer un peu c'est quoi ces violences sexuelles-là. En fait, si on regarde là, vraiment au sein des athlètes qui ont rapporté avoir vécu de la violence sexuelle en contexte sportif, donc au sein des 297 athlètes, on constate premièrement que la majorité, soit 69 % des athlètes, en ont vécu une ou deux fois. 22 % ça a eu lieu à plusieurs reprises, c'est-à-dire entre 3 et 10 fois. Et pour 9 % c'est vraiment un environnement sexualisé chronique, c'est-à-dire que c'est arrivé plus de 10 fois. Ensuite, si on regarde c'était qui l'agresseur dans ce contexte sportif-là, donc qui a perpétré la violence sexuelle, on constate premièrement qu'en majorité, donc pour 59 % des cas, donc au sein vraiment là, des victimes, c'était un autre athlète. Pour 20 % c'était un coach et pour 22 % c'est arrivé autant par un autre athlète que par un coach. Et puis finalement, c'était quoi ces gestes en fait qui ont été perpétrés? Parce qu'on se rappelle qu'on a inclus le harcèlement et aussi les violences sexuelles sans contact. Et ici, en fait, la majorité ont rapporté avoir vécu du harcèlement, 88 % en fait. 5 % les gestes ne comportaient pas de contact et tout de même, il y a 7 % des victimes qui ont rapporté avoir vécu de la violence sexuelle qui incluait un contact. La question qu'on se pose après avoir constaté en fait qu'il y a quand même le quart de l'échantillon qui a vécu de la violence sexuelle, c'est est-ce que d'avoir vécu de la violence là, spécifiquement en contexte sportif, c'est associé à des répercussions? Puis la première sphère qu'on s'est intéressé, c'est vraiment les répercussions au niveau psychologique. Donc, juste pour revenir un peu à la méthodologie, en fait, les jeunes athlètes avaient également complété 3 mesures auto-rapportées, soit une mesure d'estime de soi, une mesure portant sur la détresse psychologique et une mesure développée pour évaluer les symptômes d'état de stress post-traumatique. Premièrement, en fait, les résultats qui comparent vraiment l'ensemble des athlètes ayant vécu de la violence sexuelle, peu importe les caractéristiques de la violence sexuelle comparativement à ceux n'en ayant pas vécu, on constate que les résultats démontrent en fait que les athlètes rapportant avoir vécu de la violence sexuelle présentent une moins bonne estime d'eux, davantage de détresse psychologique, mais aussi davantage de symptômes d'état de stress post-traumatique que ceux en n'ayant pas vécu. Et ces différences étaient les mêmes pour les garçons et les filles, donc pas d'interaction ou pas de modération là, avec le genre. Ensuite, si on regarde, en fait, si on décortique ceux ayant vécu de la violence sexuelle selon les 3 caractéristiques que je vous ai présentées avant, pour vraiment regarder s'il y a des facteurs dans la violence sexuelle qui sont associés, en fait, à davantage de répercussions. Donc, premièrement, pour ce qui est de la fréquence, donc si on sépare les athlètes ayant vécu de la violence selon s'ils en ont vécu 1 à 2 fois en bleu foncé, 2 à 10 fois en gris et 10 fois et plus en jaune, ce qu'on constate, c'est que peu importe la fréquence, c'est associé à davantage de répercussions au niveau psychologique, soit une plus faible estime d'eux encore, davantage de détresse psychologique et davantage de symptômes d'état de stress post-traumatique, comparativement aux athlètes n'en ayant pas vécu. Et il y a même une différence, en fait, au niveau même des victimes de violences sexuelles. En fait, c'est au niveau des symptômes d'état de stress post-traumatique. Ceux en ayant vécu de manière chronique, c'est-à-dire 10 fois et plus, rapportent davantage de symptômes d'état de stress post-traumatique que ceux en ayant vécu 1 ou 2 fois ou ceux en ayant vécu de 3 à 10 fois. Donc ici, ce qu'on constate, c'est que la chronicité de la violence sexuelle, c'est un facteur aggravant, mais peu importe la fréquence, il y a des répercussions. Maintenant, en fait, pour la relation avec l'agresseur, donc en fait, si on sépare les athlètes qui ont vécu de la violence sexuelle selon si c'était un autre athlète en bleu foncé, un coach en gris et un athlète et un coach en jaune, ce qu'on constate en fait, c'est que
peu importe c'était qui l'agresseur, c'est associé à davantage de détresse psychologique et de symptômes d'état de stress post-traumatique comparativement à ceux n'en ayant pas vécu. Cependant, comme vous le voyez, là, pour l'estime de soi, il y a une petite nuance qui serait à confirmer en fait dans les futures études, soit que d'avoir vécu de la violence sexuelle de la part d'un athlète ou de la part d'un athlète et d'un coach, c'est associé à une moins bonne estime de soi que ceux n'en ayant pas vécu. Mais en fait, en avoir vécu seulement de la part d'un coach, là, si on peut dire, il n'y a pas de différence significative. Puis c'est peut-être explicable en fait par le fait que le coach a aussi un rôle de booster l'estime de soi, par exemple, dans des contextes de bonne performance sportive. Mais ça sera à confirmer. Il y a aussi en fait deux différences importantes au sein même des athlètes qui ont vécu de la violence sexuelle en contexte sportif, c'est-à-dire que ceux en ayant vécu de la part d'un athlète et d'un coach rapportent davantage de détresse psychologique, davantage de symptômes d'état de stress post-traumatique que ceux en ayant vécu seulement de la part d'un athlète ou seulement de la part d'un coach. Donc, encore une fois, un facteur aggravant. Mais peu importe c'était qui l'agresseur, on voit des répercussions au niveau de la détresse psychologique et des symptômes d'état de stress post-traumatique. Finalement, si on sépare en fait selon le type de geste perpétré, parce qu'encore une fois, on se rappelle, on a inclus le harcèlement sans contact et avec contact, on constate en fait que, peu importe le type de geste, les athlètes ayant vécu de la violence sexuelle rapportent davantage de détresse psychologique, davantage de symptômes d'état de stress post-traumatique que ceux n'ayant pas vécu de violence sexuelle. Et encore une fois, en fait, au niveau de l'estime de soi, c'est probablement encore influencé par d'autres facteurs parce que c'est seulement les athlètes qui avaient vécu du harcèlement sexuel qui rapportaient une plus faible estime de soi comparativement à ceux n'en ayant pas vécu. Et encore une fois, au niveau des symptômes d'état de stress post-traumatique, ceux ayant vécu de la violence sexuelle, incluant des contacts, rapportaient davantage de symptômes d'état de stress post-traumatique que les autres athlètes ayant vécu de la violence sexuelle, donc encore une fois, un facteur aggravant au niveau des symptômes d'état de stress post-traumatique. Je sais qu'il reste 5 minutes, c'est bien ça. Je vais tenter de faire bref le plus possible. Alors, comme vous venez de le voir, merci à Marie-Pierre tout d'abord. Nos résultats démontrent en fait qu'il y a plusieurs jeunes sportifs de 14 à 17 ans qui vivent de la violence sexuelle en contexte sportif. Et ce qu'on se demandait, c'est pourquoi dans les autres études qu'on a, on a un taux de 14 puis nous, on en a un de 28 Là, les questions, comment je peux expliquer cette différence-là? Entre autres, nous, on a inclus dans les items touchant le coach des items sans contact, donc l'abus sexuel sans contact, ce que les autres n'ont pas fait. Donc là, c'est sûr que la prévalence devient plus grande à ce moment-là. Donc, on parle d'exhibitionnisme, voyeurisme, exposition à des images de nature sexuelle par l'entraîneur, etc. Donc, nous, on a inclus ces items-là, tandis que les autres études ne les ont pas inclus. On a aussi formulé nos questions, je dirais, un peu plus neutres. Donc, on n'a pas utilisé, quand on parlait du coach, pour les abus sexuels, on n'a pas utilisé le terme forcé ou non désiré. Parce qu'on savait, dans une étude antérieure qu'on a faite avec Martine Hébert, entre autres, qu'il y a une proportion de jeunes qui normalisent les relations sexuelles avec les entraîneurs. Donc, pour eux, ce n'est pas perçu comme une relation non consentante. Donc là, on perdait une partie de notre fameux iceberg. Donc, pour nous, d'aller chercher ces précisions-là, de poser les questions de cette façon-là, on allait davantage mesurer précisément le phénomène, surtout que c'était beaucoup plus fréquent, la normalisation de ces relations-là, que les percevoir comme étant forcées. Et les derniers cas qu'on a eus, Bertrand Charret et compagnie, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une certaine forme de séduction dans ces cas-là, où les jeunes athlètes, c'était leur chum, c'était leur ami, très, très proche et intime. Donc, on n'a pas la même perception dans ce temps-là. Là, j'ai dérouté un petit peu, là, mais... nos résultats aussi démontrent que la violence sexuelle touche autant les filles que les garçons. Comme je le disais tout à l'heure, c'est assez surprenant. Donc, il faut aller un peu plus loin là-dedans, puis mieux comprendre les abus sexuels vécus par les athlètes masculins. Donc, on n'a presque aucune étude qui s'est attardée à cette question-là. Donc, il va falloir creuser la question. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que les pairs athlètes sont les plus fréquents agresseurs. Et dans la plupart des stratégies qu'on a, on vise beaucoup les coachs. Donc, c'est important de viser les coachs. Il y a aussi ça qui se passe, l'équipe paramédicale, médicale, etc. Mais les gens qui posent ces gestes-là sont en majorité des pairs athlètes.
Donc, il y a beaucoup de stratégies qui sont à déployer à ce niveau-là également. On a vu que c'était associé aussi, la violence sexuelle en contexte sportif, à des répercussions psychologiques, autant chez les filles que les garçons. Donc, je ne répéterai pas ce qui a été mentionné par Marie-Pierre. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est quand on parle de l'estime de soi par rapport à l'abus sexuel d'un coach, mais si on le perçoit comme étant positif ou comme étant consentant, mais peut-être que ça augmente notre estime de nous-mêmes d'être valorisé ou la choisi ou le choisi par le coach. Vous pouvez aller lire des témoignages d'athlètes et c'est souvent ça qui ressort. Donc, il y a aussi d'autres pistes de recherche à investiguer, notamment toutes les répercussions sur d'autres dimensions de la santé, que ce soit les dimensions de la santé physique ou d'autres répercussions. Alors, les limites de notre étude, il y en a. Vous comprenez que c'est une étude, c'est la première, donc elle est assez exploratoire. On a questionné seulement les 14-17 ans actifs. Qu'en est-il des plus de 17 ans? Les athlètes qui évoluent à 20, 22, 23 ans, qu'en est-il des athlètes qui ont abandonné? Parce que ça peut être un motif d'abandon. Donc, tous ces jeunes-là et ces gens-là, on ne les a pas dans nos statistiques. Qui sont les autres auteurs possibles? On a regardé que les athlètes et les entraîneurs. Psychologues du sport, physiothérapeutes, massothérapeutes. Et on ne les a pas inclus. Donc, il y a des choses à pousser là-dessus aussi. Et c'est un échantillon non représentatif. Donc, dans les prochaines étapes qu'on a à faire, c'est d'avoir des enquêtes plus populationnelles au niveau de nos athlètes québécois pour guider la prévention sur des données probantes. Alors, les implications pour les milieux de pratique, j'imagine qu'il doit me rester 2 minutes environ. Dans l'ensemble des actions de la communauté sportive, ce qu'on veut, c'est que les athlètes soient au cœur des préoccupations. Leur bien-être, leur sécurité et leur intégrité doivent être des pierres angulaires, des priorités au-delà du bien-être ou l'image de l'organisation. Ça, c'est très, très, très important. Donc, au cœur des préoccupations des gestionnaires sportifs, des décideurs publics, du personnel d'entraînement et d'encadrement. Ça doit constituer une priorité. Et si à partir de là, on en constitue une priorité, je pense qu'on va avoir des actions qui vont être justes, robustes et très, très, très importantes. Autre point, former les gestionnaires sportifs. Comment on met ça, une politique en place? C'est quoi une politique? Comment on prévient? Ils ne savent pas. T'sais, il y a vraiment de l'information à faire et ça a débuté. Donc, on commence depuis quelques années à le faire davantage. Soutenir les organisations sportives. On a créé Sportaid en 2013 avec des collègues pour justement soutenir la communauté sportive, que ce soit des athlètes qui ont des questions, que ce soit des parents qui soient anxieux, qui ont des questions. Et ce service-là, Sportaid, a même mis une ligne d'écoute en place il y a 1 mois pour recevoir des préoccupations et autres de la communauté sportive. Donc ça fait partie aussi d'assurer un leadership dans cette question-là. Il faut s'assurer aussi de ne pas cibler que les filles, s'assurer de cibler également les garçons dans les stratégies qu'on emploie. Cibler aussi les pairs athlètes. Souvent, on s'emploie, comme je le disais tout à l'heure, à cibler les entraîneurs, mais il y a d'autres personnes qui posent ces gestes-là. Offrir du soutien aux victimes. Les victimes en sport ne vivent pas nécessairement la même réalité que dans un autre contexte. Parce qu'on le disait tout à l'heure, it's context dependent. Donc, on doit avoir des interventions pour lesquelles les jeunes veulent se confier à une instance qui est associée au sport, mais qui est indépendante tout de même de leur propre organisation. Et finalement, former nos entraîneurs, le toucher en entraînement, l'âge de consentement légal, les formes de violence, leurs responsabilités. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter des résultats préliminaires. Je dis souvent qu'il y a comme moi, je fais 2 types de présentations dans les congrès. Un, c'est quand j'ai travaillé longtemps sur des données, discuté longuement avec mes collègues co-auteurs, etc. C'est bon? Oui? Ça fonctionne? Et donc, discuter longuement, tout ça, travailler longtemps sur les données, puis publier un article finalement, puis là, on arrive, on présente l'article, où on présente les résultats de plusieurs articles. Là, puis c'est le cas pour nous 3, je pense, aujourd'hui. On est beaucoup dans les données préliminaires, donc les résultats sont très récents. On est encore en train de les tourner de toutes sortes de sens dans notre tête pour les comprendre, puis les travailler. Donc, ça fait en sorte que la rétroaction qu'on va avoir ensemble aujourd'hui est très riche pour nous aider à continuer de réfléchir aux données. Donc, si on n'a pas beaucoup de temps pour des questions, n'hésitez pas à venir me voir tout le long du congrès. Là, si vous avez des idées
des questions, des suggestions, là, c'est le fun de pouvoir avoir ces interactions-là maintenant, avant que l'article soit écrit et publié. Donc, vous voyez une série de collègues. Est-ce que je dois utiliser ça? Ou les flèches, ça va? Une série de collègues avec lesquels on planifie écrire cet article-là éventuellement. Et je vais vous donner le contexte tout de suite. Vous allez voir pourquoi toutes ces personnes-là sont impliquées. Juste vraiment un très court contexte, mais dans le fond, la présentation de Ben Matthews ce matin faisait une très belle introduction à la présentation que je vais faire maintenant. Je vais vous parler très brièvement de l'évolution, des variations des taux d'incidence, donc du nombre qui sont rapportés dans une période spécifique comme une année en général au Canada. Donc, on a vu à travers les années qu'il y a eu des variations entre 1983 et 1993. Il semble y avoir eu une augmentation au Canada, puis une diminution jusqu'en 2007. Quand on compare aussi les enquêtes sociales générales de Statistique Canada qui portent sur la victimisation, il y en a une en 2004, il y en a une en 2014. On compare ces deux études-là, on voit que les taux d'infractions sexuelles qui ont, en fait, pas seulement l'enquête sociale générale, mais les taux d'infractions sexuelles signalés aux policiers nous disent qu'il y a une diminution de 2004 à 2014, alors que quand on regarde au contraire dans l'enquête sociale générale, les taux qui sont auto-rapportés par les répondants à l'enquête, eux, entre 2004 et 2014, sont plutôt stables. Il n'y a pas de changement dans ce que les personnes, les adultes là, de 15 ans et plus nous rapportent. Donc encore, les taux varient selon à qui on pose la question, selon les années d'études, etc., pour toutes sortes de raisons. Et spécifiquement, qui est le sujet de la présentation que je fais, les taux de violence sexuelle qui sont rapportés en milieu universitaire, on n'a pas de données qui nous parlent de l'évolution. On compare des études entre elles, des fois, puis on regarde les chiffres à l'œil et on dit « Ah, bien, les chiffres ont l'air similaires, on ne dirait pas qu'il y a de changement », mais il n'y a pas d'études qui ont comparé les données ensemble vraiment sur une période. C'est assez récent aussi qu'on étudie les violences sexuelles en milieu universitaire. Et souvent, ça a été fait surtout auprès d'étudiants, d'étudiantes même majoritairement, et donc on n'a pas un portrait clair de l'évolution qu'il y aurait pu avoir en milieu universitaire. Au cours des 20 dernières années, par exemple, même si on se dit, bien, il me semble que quand on les regarde à l'œil, les taux ont l'air de se ressembler. Donc, certaines limites des études antérieures, bien, à notre connaissance, il n'y en a pas qui ont évolué les taux, qui ont regardé l'évolution des taux. Les études existantes incluent souvent surtout les étudiants et les méthodes varient beaucoup entre les études, on le sait, donc notamment en regard des définitions, des types de questions qui sont posées, à qui on les pose, le laps de temps qui est couvert par les études, est-ce que c'est depuis la dernière année, depuis plus longtemps, depuis l'entrée à l'université, etc. Donc, l'objectif aujourd'hui de la recherche était d'essayer de déterminer si les taux de violence sexuelle annuels, auto-rapportés par des étudiants et des employés universitaires en milieu universitaire, ont changé ou non depuis 20 ans. Donc, ce qu'on veut faire, vous allez le voir tout de suite, selon différents types de violences, mais aussi globalement, la violence plus globale. Et pour ce faire, donc, d'où la série des auteurs, on a, vous connaissez probablement, sinon je vous en parle un peu, l'enquête sur la sexualité, les interactions au milieu universitaire qu'on a fait avec notamment Jacinthe Dion et Geneviève Paquette qui sont ici. Je ne vois pas qui d'autre est là aujourd'hui, mais Martine Hébert, évidemment, qui a été initiée par Manon Bergeron, notamment à l'UQAM. Et on a aussi une enquête qui a été faite ici à l'Université de Montréal en 1995 par des employés du Bureau d'intervention en matière d'harcèlement qui existait déjà à l'époque et qui a été faite aussi auprès des étudiants et des employés. Et donc, on a en plus, avec grande chance aujourd'hui, donc il y a un rapport qui existe mais qui n'est pas publié dans un article. Vous voyez la première page ici du rapport, mais on a aussi, en fouillant avec des gens du Bureau d'intervention en matière d'harcèlement dans des vieilles filières, trouvé une vieille disquette rigide là, des années 90, qu'on a réussi à extraire les données brutes de ça pour avoir des données qu'on peut mettre tout ensemble dans une analyse et comparer les données vraiment les unes avec les autres, celles de 95 et 2016. Encore là, brièvement, je vais vous donner quelques caractéristiques des deux échantillons. Donc, en 1995, c'était juste à l'Université de Montréal. En 2016, 6 universités ont participé, mais quand même 753 de l'Université de Montréal. En 1995, on en avait plus de 2000.
Les 2 études incluaient, juste avant, c'est ça. En 1995, il y avait eu un échantillon représentatif sélectionné aléatoirement qui avait été sollicité par courrier. Donc, on avait envoyé par la poste à la maison le questionnaire avec une enveloppe de retour préaffranchie que les gens donc, auxquels ils pouvaient répondre de manière anonyme. Et en 2016, c'était pas cette stratégie d'échantillon représentatif aléatoire, mais l'enquête était ouverte et il y avait une publicité qui était faite à l'ensemble des membres des 6 universités participantes, sauf à l'Université de Montréal, et à l'UQO, si je ne me trompe pas, on n'a pas pu envoyer à toutes les personnes. Donc, il y avait des publicités un petit peu partout, mais les gens n'étaient pas sollicités individuellement par courriel, si bien qu'on a un taux qui est moins représentatif de l'Université de Montréal, alors qu'on est un des plus gros campus, on avait le moins grand nombre ou à peu près de participants dans l'ensemble de l'enquête SIMU. Donc, ça, c'était une des limites. Et aussi, donc, les 2 incluaient enseignants, personnel enseignant de soutien, cadres professionnels et étudiants-étudiantes. D'autres différences aussi, puis là, gardez ça en tête quand vous allez voir les résultats parce que, en 1995, il y avait 14 questions qui portaient sur la violence sexuelle. Ça incluait le harcèlement aussi et ça pouvait inclure des types de violences sexuelles qui n'avaient pas de contact physique et des agressions sexuelles qui incluaient de la pénétration. En 2016, on a 21 questions aussi qui couvrent ces ensembles-là de types de violences sexuelles, mais donc on a un plus grand nombre de questions posées. Donc, on va utiliser un score total. Je vais vous présenter les résultats de haut total. Combien de personnes nous rapportent avoir au moins un de ces 14 ou un de ces 21 événements-là. Et on va les regarder aussi par item. On a essayé de voir quels items se ressemblaient le plus parce que les 2 enquêtes n'ont pas exactement les mêmes questions. Et encore là, on va pouvoir se demander est-ce qu'ils sont similaires ou pas, puis qu'est-ce que ça donne comme réponse. Et on avait aussi, une des choses qui est importante à mentionner, c'est que les questions étaient posées au début de l'enquête. En 1995, ils ont demandé après ça, une fois que les gens avaient dit oui ou non à chacun des 14 items, est-ce que j'ai vécu ce type d'événement-là dans mon contexte, en contexte universitaire, donc soit de la part de quelqu'un de l'université ou dans le cadre de mes fonctions comme employé ou comme étudiant. Après ça, ils leur demandaient, est-ce que vous considérez que vous avez été victime de violences sexuelles? Et si oui, là, ils leur posaient des questions pour détailler un petit peu plus les événements, dont notamment quel était le statut hiérarchique entre eux et la personne qui avait commis les gestes de violence. Et donc, vous comprenez qu'il y a comme toute une portion de l'échantillon de 1995 qu'on perd parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont dit, ben non, moi, je ne considère pas que j'étais victime de violences sexuelles, même si nous, on voit qu'ils ont répondu oui à certains des items. Et donc, ça, c'est comme un artefact méthodologique qui diffère. On n'avait pas ça en 2016. On n'a pas comme exclu de participants en lien avec cette question-là. Donc, toutes les personnes devaient préciser par la suite le statut hiérarchique, par exemple. Et à la fin de l'enquête, il y a une autre question qui est similaire qu'on peut comparer, là, qui était posée à tous les participants dans les 2 enquêtes, en 1995 et 2016, qui demandait aux gens s'ils avaient déjà été témoins de situations de harcèlement et de violences sexuelles plus élargies ou plus sévères que le harcèlement, et aussi s'ils avaient été confidents de quelqu'un qui leur avait rapporté avoir vécu ce type de violence sexuelle. Et donc, on pourra les comparer. Donc, correspondance ou non, vous allez voir plus en détail tout à l'heure les questions si vous arrivez à les lire, sinon je vous en lirai quelques-unes, mais il y a certaines questions pour lesquelles il n'y avait pas du tout de correspondance entre les 2 enquêtes qu'on a comme exclu des comparaisons par item, mais qu'on a inclus dans le score total. Donc, toutes les questions sont dans le score total, mais par exemple, en 2016, menacé de diffuser sur Internet des informations sexuellement compromettantes sur vous, ce n'est pas du tout une question qu'on avait en 1995, même pas une autre question qui se rapprocherait, là, menacé de diffuser dans les couloirs, je ne sais pas trop des photos. Il n'y avait rien comme qui se rapprochait de ça. En 1995, à l'inverse, on avait recevoir de façon anonyme des appels téléphoniques ou des lettres à contenu sexuel qu'on n'a pas du tout en 2016 comme question. Donc, ces 2 questions-là, on ne les regarde pas de manière individuelle. Puis l'autre être la cible d'une autre forme de comportement, donc une catégorie, si jamais on a oublié de vous poser une question, y a-t-il d'autres choses que vous avez vécues qu'on avait en 1995, mais pas en 2016? D'abord, deux petites acétates de présentation des caractéristiques des participants. Il y a des différences significatives dont on n'a pas tenu compte aujourd'hui, mais je vais vous demander votre avis après vous les avoir présentés, voir comment ça pourrait influencer les résultats. Donc, premièrement,
Dans les deux études, il y avait plus de femmes que d'hommes qui répondaient aux enquêtes, mais l'écart entre les femmes et les hommes était plus grand en 2016. Donc, en 1995, c'est toujours les lignes bleues ou les cercles bleus, puis en 1995, les bleus, puis en 2016, les oranges. Donc là, vous voyez, la colonne des femmes est plus élevée en 2016. Donc, malgré le fait que les femmes sont surreprésentées dans les deux enquêtes, ou plus nombreuses à répondre, il y a encore plus d'écart en 2016. Pour l'âge, on voit un écart aussi entre les deux. Donc, le groupe d'âge 18-25 ans est plus représenté en 2016 qu'il ne l'était en 1995. Donc, l'échantillon est plus jeune en 2016, de manière générale. Et on trouve des différences aussi. On a comme catégorisé 4 statuts de participants: étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, ça inclut professeurs chargés de cours, superviseurs de stage, etc., cadres et professionnels, dont les professionnels de recherche notamment, et employés de soutien ou autres employés. Et ici aussi, on voit une différence significative. Donc, il y a plus souvent d'étudiants et d'étudiantes que de cadres et professionnels en 2016 en comparaison à 1995. Et on a pu aussi comparer le nombre d'années depuis lesquelles les personnes soit étudiaient ou étaient employées de l'université entre 1995 et 2016. Et bien là, on voit, ça va peut-être avec le fait qu'il y a plus d'étudiants et d'étudiantes, mais donc plus de personnes en 2016 disent « ça fait moins d'une année que je suis soit étudiant, soit employé à l'université » en comparaison à 1995, et un peu moins donc de personnes qui sont là depuis plus de 5 ans à l'université, soit comme étudiants ou employés, en 2016. Donc, toutes ces choses-là mises ensemble, petit sondage à la salle, plus de femmes, plus jeunes, plus souvent étudiants et plus récemment entrés à l'université. Comment ça pourrait biaiser les résultats, d'après vous, si on les compare? Oui? Je n'avais pas averti que j'allais faire un sondage. Je reste avec l'idée de ce qu'on voit dans les médias, de ce qui est violence sexuelle en contexte de party ou d'initiation, risque d'être plus présent chez les moins d'1 an et étudiants plus jeunes, versus peut-être d'autres types qu'on parle moins dans les médias de violence sexuelle, peut-être en plus en contexte de congrès, colloques, où est-ce que c'est tes collègues avec des gens pendant très, très longtemps, c'est peut-être différent comme type de violence qui vont être... Que les types pourraient varier. Ouais. Mettons, si on se demande juste généralement, là, mettons, parmi les 14 et les 21 items, comment ça pourrait influencer? Donc là, dans les types spécifiques, peut-être, oui. Je vous... peut-être que ce n'est pas obligé d'avoir le micro, là, vous pouvez le dire fort si vous avez une idée. Bien, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, c'est pas grave. Mais moi, spontanément, je me dirais, bien, on dit toujours que les femmes sont plus fréquemment, en rapportent plus, les jeunes femmes encore plus. Donc, plus de femmes, plus d'étudiants, on pourrait avoir tendance à croire qu'au final, il pourrait, s'il n'y a pas de changement, l'échantillon devrait être biaisé vers plus de violences sexuelles en 2016. Ça a-t-il du sens? Si je regarde mes collègues expertes dans le domaine qui confirment avec moi. Donc, le suspense ne durera pas très longtemps. Ce qu'on trouve dans les faits, quand on prend les 14, tous les items, donc on regarde dans le fond, est-ce qu'une personne a répondu oui au moins une fois à un des 14 ou un des 21 items. Et là, on a regardé seulement dans la dernière année, parce que dans les deux enquêtes, on pouvait rapporter les taux à vie depuis que les gens fréquentaient l'université, mais les deux cohortes se chevauchaient, là, parce qu'il y a des gens qui étaient là depuis 20 ans là, à l'université dans la deuxième enquête en 2016. Donc, dans la dernière année seulement, l'incidence annuelle, on a 28 % en 1995, tout le monde ensemble, là, hommes, femmes, étudiants, employés, et 24 % en 2016, ce qui n'est pas, dans notre cas, une différence statistiquement significative, alors qu'on a quand même un assez grand nombre de participants pour trouver ce genre de différence-là quand elles existent. Donc, la conclusion, pour l'instant, malgré le fait que l'échantillon de 2016 semble être plus à risque, c'est qu'il n'y a pas de différence globalement. Mais, comme on le disait tout à l'heure, il vaut la peine de regarder plus spécifiquement chacun des types de violences pour aller documenter. Puis là, on a des résultats un petit peu intrigants. Je suis encore en train de les revirer dans ma tête pour les comprendre. Puis je vais vous les passer. Je ne sais pas s'il me reste encore assez de temps, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que j'en ai trop mis.
OK. Bon, bien, je vais les passer très rapidement alors. Je vais plus vous les résumer. Mais donc, vous voyez qu'il y a certaines questions, juste pour vous donner comme 2 exemples, là, certaines questions qui avaient plusieurs correspondances en 95. Donc, en 95, de manière générale, les questions étaient plus générales. En 2016, un peu plus spécifiques. C'est pour ça qu'il y en a plus. Et donc, une question comme faire l'objet de questions, suggestions, commentaires importants sur votre vie sexuelle, il y en avait une en 95, alors qu'en 2016, il y en avait 3 qui portaient sur ce genre de violence sexuelle. Donc, a tenté de démarrer une discussion sur le sexe avec vous, même si ça vous déplaisait, vous avez fait des commentaires insultants ou blessants à connotation sexuelle, vous avez fait des remarques désobligeantes au sujet de votre apparence, de votre corps ou vos activités sexuelles. Donc, ils ne sont pas tout à fait identiques, on ne sait jamais exactement la même chose, mais les 3 touchent aux mêmes éléments qu'on avait en 95. Donc, on a fait ici, une personne répond oui à au moins une de ces 3 questions-là. Donc, elle est comptée comme oui dans l'incidence de ce type de violence. Et donc, ici, dans ce cas-là, il n'y avait pas de différence non plus entre les 2 années sur ce type de violence. De manière globale, en fait, ce qu'on trouve, ce qui est intriguant, entre chacun des systèmes, il y a plus d'augmentation entre 1995 et 2016. Je vous donne un exemple. Faire l'objet de demandes de sortie de façon insistante malgré votre refus, 3 % en 1995. Quand même, les taux sont faibles. 3 % en 1995, encore là, dans la dernière année. En 2016, vous aurez répété des invitations à prendre un verre ou sortir pour manger malgré vos refus. Donc, un petit peu plus spécifique, mais quand même, on voit que ça couvre le même type de violence. Et là, 5 %, donc presque le double là, qui est rapporté en 2016. Vous avez la même chose ici pour recevoir des avances sexuelles importunes ou vous assistez interpellé. Celles-là, je ne suis comme pas trop sûre qu'elles vont bien ensemble. C'était celle qui se rapprochait en 2016 le plus de celle de 95, mais quand même, je les ai mis de couleurs différentes justement pour dire, ceux-là, je ne suis pas très certaine. Mais donc encore là, comme une augmentation de presque du double, de 3 à 5 %. Ici, bien là, on a une question en 95 et 5 en 2016 qui portent sur à peu près les mêmes choses, donc recevoir des avances sexuelles accompagnées de chantage, de promesses ou menaces, mais là, elles sont vraiment spécifiées, 5 différentes en 2016. Vous a laissé entrevoir que vous seriez récompensé pour, vous a fait craindre des représailles ici, vous a fait subir des conséquences négatives parce que vous avez refusé, etc. Vous voyez, là, donc, elles se ressemblent. On les a donc mis ensemble. Donc, si quelqu'un répondait au moins une fois oui à une de ces questions-là. On en a 1 %, c'est peu, l'incidence est faible, mais c'était 0,1 % en 1995 qui rapportait ce genre de violence. Donc, une augmentation encore quasiment là, de 10 fois plus entre les deux enquêtes. Je ne vous les passerai pas toutes parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc, je pense que c'est intéressant quand même d'aller dans le détail de chacune des questions, puis on va continuer à regarder, voir est-ce qu'elles sont vraiment similaires, est-ce qu'elles se ressemblent. Donc, être l'objet d'une tentative de relation sexuelle contre votre gré, 0,2, alors 3,6 %. Il y en a qui n'avaient pas de différence et il y a une diminution, c'est celle-ci, vous faire raconter des blagues à caractère sexuel qui ont eu pour effet de vous gêner ou vous choquer, versus vous en raconter de manière répétitive, des histoires ou des blagues sexuelles qui est offensantes pour vous. Donc, 13 à 10 %, c'est la seule diminution qu'on voit des items. Quand on les compare comme on le fait là, cette fois-ci, donc on a mis souvent plusieurs questions ensemble en 2016 pour les comparer à 95. Alors que, si on revient, je vais juste continuer pour regarder le global qu'on regardait tout à l'heure au début. Je vous ai dit, il n'y a pas de différence. C'est 28-24 %, c'est assez similaire, c'est un petit peu plus bas, alors que quand on les regarde par item, il y a comme plus d'augmentation. Donc, comment ça? Donc, il y a 7 augmentations sur les 11 comparaisons qu'on a faites, une diminution et 3 absences de changement. Comment on peut comprendre ça? Donc, puis encore là, je commence à y réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Une des choses que j'ai commencé à regarder, c'est combien de personnes rapportent un type de violence versus plusieurs autres types. En fait, c'est pas vrai, j'ai regardé juste un type, je n'ai pas regardé plusieurs autres types, mais on le déduit un peu en le regardant. Donc, il y a 28 % en 1995 qui rapportent au moins un type de violence, mais il y en a 15 % qui rapportent un seul type versus en 2016, il y en a 9 % qui rapportent un seul type. Donc, ce n'est pas le double, mais on a quand même une bonne différence de pourcentage, ce qui laisse entendre qu'en 2016, les gens rapportent plus souvent plus de types de violences, ce qui pourrait
encore là, il faut que je pense un peu plus, mais expliquer pourquoi au niveau individuel, on a des différences, on a des augmentations, tandis que quand on regarde globalement, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, on pourrait penser qu'aujourd'hui, les gens rapportent plus différents types de violences, en vivent plus, différents types en même temps. Une minute. Donc, je vais passer à la suite pour qu'on ait le temps des questions. Pour le statut hiérarchique, encore là, il n'y avait pas de différence des statuts inférieurs, supérieurs, mais il y avait une grosse augmentation pour les statuts équivalents. Donc, en 2016, les gens rapportent beaucoup plus fréquemment que la personne qui a commis les violences sexuelles à leur endroit avait un statut équivalent au leur. Encore là, on peut y réfléchir par rapport aux différences méthodologiques dont je vous ai parlé. Et le dernier résultat, témoins ou confidents, il y a une augmentation significative en 2016 de personnes qui rapportent avoir été témoins ou confidents de violences sexuelles en milieu universitaire. Les conclusions, bien, globalement, le taux d'incidence d'au moins un type de violence sexuelle ne semble pas avoir changé depuis 20 ans. C'est ce que les études nous rapportaient, même s'il n'y avait pas eu de test formel de fait pour comparer. Donc, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Même s'il y a plus de personnes qui semblent rapporter des taux de violence spécifiques en 2016. Donc, on peut se demander est-ce qu'il y a plus de co-occurrence, une meilleure connaissance des différentes formes, une meilleure habileté à dire oui, j'ai été exposée à ce type de violence-là, ou est-ce que les questions sont trop dissimilaires entre les enquêtes pour comparer. Donc, ça, c'est comme un problème méthodologique qu'on a. Et donc, ça nous amène à l'importance de suivre l'évolution des taux d'incidence avec des instruments qui sont similaires, d'une part, donc de poser les questions de la même manière si on veut voir s'il y a une évolution. Je pense qu'on en a parlé suffisamment tout à l'heure pour que vous compreniez l'importance de cette question. Donc, plus de témoins de confidents en 2016, on est content. Les gens observent peut-être mieux. Donc, ça prendrait des interventions pour habiliter les personnes à intervenir lorsqu'ils sont témoins. Les gens se confient plus aussi, il semble. Donc, ça prendrait aussi des interventions pour habiliter les personnes à recevoir une confidence et à soutenir la personne qui va faire cette confidence. Voilà. Je suis désolée d'avoir dépassé.